Bonjour, c'est Cryptoïse, j'espère que vous allez bien en ce mardi 10 janvier 2023. Bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous matinal du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché bien évidemment, le Bitcoin. Alors au programme, comme d'habitude, notre actualité où on va avoir peu d'actualité mais assez intense en même temps. Et ensuite on ira voir notre partie technique où ça a beaucoup bougé et on va pouvoir justement enfin un petit peu se projeter sur ce qui va se passer dans le court terme. Alors avant de commencer, comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne et son contenu, likez, partagez cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite les nouvelles avec notre bon ami Coindesk qui nous propose un petit tweet, une infographie pour nous représenter un petit peu la sous-performance de Ethereum et de BTC, que l'on retrouve BTC ETH ici dans cette zone-là, par rapport au reste. Reste étant le SP500, le Gold et les Bounds, qui sont quand même des acteurs qui sont plus ou moins solides et dans lesquels on voit que ils ont sous-performé, mais beaucoup moins que en tout cas le BTC et l'Ethereum. On voit qu'on est quand même depuis juillet 2022 vraiment en souffrance, exactement même depuis avril, dans lequel on a eu un décrochage et une création de distance assez fort, où on voit bien la distance et la corrélation qui est en train de se mettre en place. Très intéressant de voir justement cette évolution où on a eu vraiment cette cassure première et deuxième cassure, et ça montre aussi que on n'a pas besoin du marché macroéconomique pour s'effondrer, et c'est un petit peu le principe de ce qui est la représentation de ce graphe dans lequel nous avons mai, dans lequel nous avons juin, et donc on voit que en effet on est en sous-performance depuis ces deux événements crypto qui sont vraiment des événements crypto, qui ne sont pas des événements macro, et ça nous rappelle justement à quel point on est, oui, peut-être dépendant à un moment donné de la macroéconomie, mais à quel point aussi on a nos propres événements, et il faut vraiment les prendre en considération, et ne pas considérer que le marché crypto est juste lié à la macroéconomie, et c'est là où c'est vraiment important de faire, de prendre la distance par rapport à ça. On avance avec Core Scientific, qui est donc un très gros mineur de crypto et de Bitcoin, principalement, qui représente 10% quand même du hash rate total, ce qui est juste colossal, et qui a été mis en chapitre 11 il y a quelques semaines. Je vous en ai parlé, je vous tiens informé régulièrement. Ils ont été sauvés notamment par un prêt de Grayscale, qui a été en plus d'un précédent prêt, pour pouvoir justement subvenir et continuer à payer les frais. Et ce qui est très intéressant à noter, c'est qu'ils ont augmenté le nombre de BTC qu'ils ont produit, notamment en décembre, malgré le fait qu'il y a eu une tempête juste catastrophique aux États-Unis, sur toutes les États-Unis. Donc forcément, il y a beaucoup de mineurs qui ont cut. Bon, a priori, au niveau des installations de Core Scientific, ils ne les ont pas cut et ils ont récupéré une partie des BTC. Et on sait aussi qu'ils continuent à faire du réinvestissement pour injecter de nouvelles machines dans leur parc pour pouvoir augmenter leur rentabilité et derrière augmenter le nombre de BTC qui sont capables de produire en diminuant les frais énergétiques. Et ça nous montre que peut-être le chapitre 11 a été déposé, mais que les investissements et que la génération de BTC est toujours présente sur cet acteur important du minage. Et de toute façon on le voit bien que à partir du moment où ils sont soutenus par Grayscale sous forme de prêts massifs et d'autres acteurs qui lui ont prêté quand même beaucoup de fonds, ça veut dire que derrière il y a du potentiel. On avance dans les nouvelles avec Forbes qui nous fait quand même un magnifique article, très ironique ce que je dis, parce que on a un gros titre qui est justement Binance saigne avec la fuite des assets, justement 12 milliards de dollars partis en 60 jours. Alors, ce qui est intéressant dedans, c'est, on va prendre un petit peu de recul, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a quand même pas mal de chiffres qui sont donnés avec différentes sources, on va y revenir dessus, mais on va prendre un petit peu de recul par rapport à ça, parce que c'est comme d'habitude, on cherche le titre, the gros titre, et là, on a Forbes quand même qui fait relativement fort, parce que oui, 12 milliards de dollars qui sont partis, qui sont sortis des exchanges, oui, enfin au niveau de Binance, oui, mais si on regarde la totalité des sorties d'exchange, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus important. Là, le but, c'était vraiment de viser Binance, il n'y a pas d'autre choix, et on a aussi un écart entre les wallets qui ont été donnés sur la totalité des assets que l'on peut voir au niveau, hop, tac, ça va être ici, la différence entre Binance Official, donc qui a été donné le 10 novembre 2022, où on voit 71 milliards
présent, et on a les différentes sources au 4 janvier qui nous donnent le potentiel des assets qui restent sur ces wallets, et en tout cas ces parties-là. Donc c'est très intéressant de voir que déjà on a une différence. J'ai toujours tendance à aller chercher Nansen parce que c'est quelque chose qui est plutôt très fiable de ce côté-là, et qui a été utilisé pour beaucoup d'informations, notamment de construction de Proof of Reserve. Donc c'est quelque chose une plateforme qui est super intéressant et qui a accès à beaucoup de données et qui a vraiment un savoir-faire très fort. Et il y a toute une analyse sur le BNB qui est intéressant, le BTC, le BUSD, l'état des finances, comment ils ont basé leur étude. Ça n'empêche que, dans tous les cas, ça ne reste que 12 milliards de dollars pour un géant qui en pèse 70. Je rappelle, un géant qui en pèse 70. 12 milliards de dollars de bank run, c'est en effet un bon test, et ils ont montré que, en l'occurrence, ils ont été capables d'assumer. Mais ce qui est ainsi intéressant, c'est qu'à partir du moment où ça commence à arriver sur Forbes, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que, il y a un intérêt réel sur Binance qui est en train de se faire, il y a une loupe qui est en train de se passer dessus, on le voit avec un certain nombre d'enquêtes, je pense qu'on va avoir pas mal de nouvelles, encore une fois, sur Binance, et je pense qu'ils vont avoir une année 2023 qui va être un petit peu compliquée sur le point de vue légal, parce que ils vont avoir vraiment les feux des projecteurs dessus, de par leur rôle par rapport à FTX. On va terminer sur le calendrier économique dans lequel nous avons, je vous le rappelle, aujourd'hui le discours de Powell à 15h, dans lequel on pourrait avoir un petit peu de mouvement intéressant. De toute façon, dans tous les cas, toutes les prises de parole de Powell à les suivre, c'est toujours très intéressant de voir le ton qui est employé dans les différentes prises de parole, même qui ne sont pas forcément liées à son travail et à ses prises de décision de la Fed. Ensuite, le moment crucial de la semaine, ça va être jeudi 12 janvier avec l'IPC, qui va être très important, qui va nous permettre de nous donner en fait un retour de volatilité. Tant qu'on n'a pas ça, je pense que le marché est en stand-by, et c'est un petit peu ce qu'on voit déjà depuis un certain temps. Alors, on a terminé sur les nouvelles, on va attaquer la partie technique après une petite courte pause. Cette vidéo est sponsorisée par BitGet, donc qui est un échange centralisé que j'utilise déjà depuis un certain temps, qui a une volonté de croissance qui est très forte, qui continue en bear market de recruter et de gagner du terrain contrairement à d'autres exchanges, et on retrouve quelque chose qui est très performant en termes de liquidité, au niveau des futurs, au niveau du spot à 0 frais, du copy trading très intéressant aussi qui fonctionne bien. Je vais vous faire aussi des vidéos dessus pour bien comprendre comment ça fonctionne. On a du earning, on a absolument tout, et c'est sans KYC avec une limite de 20 BTC par jour, ce qui est colossal. À côté, on a un proof of reserve qui est plus que correct, avec un hachage Merkle qui a été mis en place, un des premiers à avoir été fait. On a 244% de réserve, et on se retrouve quand même avec des ratios qui sont juste colossaux, avec 200% sur les USDT. Ça veut dire qu'ils possèdent 244% de la valeur déposée des utilisateurs. Donc là, on est quand même vraiment dans un niveau, au niveau de la proof of reserve, qui est très conséquent, et dans tous les cas, on se retrouve sur un produit qui en lui-même ne cesse d'évoluer, qui a une volonté de devenir leader, ou en tout cas d'être numéro 2, et qui se donne les moyens de le faire, et c'est intéressant de le voir. Donc si vous cherchez une plateforme pour vous diversifier, ou une nouvelle plateforme de trading, n'hésitez pas à essayer BitGet. Avec mon lien, vous avez moins 10% sur les frais, et vous avez des bonus jusqu'à 8000 $ avec l'utilisation du lien qui est en commentaire et en description, et on reprend la vidéo tout de suite. On attaque avec notre rappel habituel de notre hypothèse héliotiste, vague 1, 2, 3, 4, 5. 5 terminés en avril 2021, qui représente la fin du cycle, dans lequel nous avons ensuite un retracement A, B, C, B avec extension, C avec extension, et c'est très puissant, très profond, que nous sommes, qui représente en fait le point où nous sommes actuellement. Donc nous avons terminé la schématique des vagues d'impulsion héliotistes, et nous sommes sur cette fin héliotiste, dans laquelle nous avons deux possibilités de sortie, soit la mise en place d'un nouveau cycle héliotiste, soit une période de ranging. Vous savez un petit peu ma position, 15 000, 25 000, range dans lequel je pense on va consolider pendant un certain temps. Nous sommes en dessous du 618, zone qui est intéressante si on est intéressé pour faire du DCA, étant donné que nous sommes dans une zone de rechargement long terme. Il faut bien prendre en considération par contre qu'on peut descendre plus bas, descendre chercher les 786 à 14 800, le top de la 1 à 14 000, voire même les 10 000 avec le 1,618, d'extension de Fibonacci de la A sur le retracement de la B.
Comme d'habitude, on va zoomer sur le sign of weakness où nous nous trouvons déjà depuis un certain temps, dans lequel nous avons bien la mise en place de l'accumulation de week-off, en tout cas d'une accumulation de week-off avec le selling climax, l'automatic rally, le secondary test, et on enfonce avec un STB, donc prise de liquidité, catalysé par FTX, quelque chose qui est très classique, et ce qui est très intéressant, c'est que cette news de FTX a entraîné en fait une accélération du cours baissière, dans lequel on est allé prendre les liquidités en bas du SC, dans lesquels on n'aurait pas dû les prendre, parce qu'on était parti notamment pour remonter avec, à ce moment-là, pour rappel, les chiffres qui étaient plutôt positifs sur la macroéconomie, et le reste des actifs, notamment le Nasdaq et le SP500, qui se sont envolés. Ben là, en l'occurrence, c'était pas notre cas, étant donné qu'on était au fond avec FTX, et qui était un petit peu aussi la force de ce mouvement catalyseur était d'aller chercher le SC pour aller prendre notamment la liquidité et former un STB dans lequel nous sommes actuellement depuis donc le 9-10 novembre 2022, donc ça commence à durer, ça fait déjà un certain temps, on est sur une représentation quand même de plusieurs mois dans lequel nous sommes à 2 mois représentant, donc du coup on est sur une période longue de consolidation suite à un événement qui a été marquant pour les crypto-monnaies. On rappelle que FTX, deuxième plateforme de volume, qui a juste disparu du jour au lendemain avec un certain nombre de fonds de projets, un certain nombre de fonds de personnes de personnes classiques, donc on a eu un impact très très fort au niveau de la crypto-monnaie. Pourtant on n'est pas descendu à 10K, pourtant nous avons marqué un plus bas à 15 600, on va généraliser, donc on est quand même sur quelque chose qui est plutôt résilient, malgré l'importance de la nouvelle, et malgré aussi l'effet domino qui est en tout cas toujours présent dans les esprits, avec une peur de voir encore une nouvelle catastrophe, mais malgré Genesis, malgré GPTC, malgré tout ça, nous sommes toujours au-dessus de 15 000 $, très important de noter, surtout que nous avons eu une accélération haussière, justement dans la journée d'hier, on va en parler tout de suite. Je vous rappelle qu'on est toujours dans une accumulation avec un SC, ST, STB. Suite à cette prise de liquidité, on est dans une accélération haussière qui a marqué un break-off structure, dans lequel on est allé retest, et on est dans une nouvelle accélération, dans lequel on est en train d'aller travailler les points importants de la dernière accélération haussière, c'est-à-dire qu'on avait fait la dernière accélération, on a retracé, et dans ce retracement, on a laissé deux blocs importants qui sont des order blocks, premier et deuxième, dans lequel on est allé récupérer une première partie très importante, donc qui est pour moi une zone de rechargement, de vente logique, dans lequel on irait après retravailler possiblement l'OB d'achat, qui se trouve à 16 000, 15 600, donc dans lequel on a quand même une zone assez large, avec une imbalance assez fort, et un inducement, deux inducements à aller chercher par rapport au mouvement total parce qu'on n'oublie pas que là actuellement nous sommes dans un retracement haussier d'une continuité baissière, d'accord, c'est vraiment le principe dans lequel structurellement nous nous trouvons, et quand on a ça et qu'on retire le bruit, ben en l'occurrence il va falloir aller chercher l'inducement, en tout cas c'est toujours cette idée là d'aller récupérer ces points de liquidité très forts qui ont été laissés en arrière. Alors au niveau du retracement, c'est très intéressant de voir où on en est, je vous l'ai montré notamment hier, mais on le voit bien qu'on a fait une incursion à 0,5, rentré bien dans l'OB, donc dans l'order block d'achat, de vente, excusez-moi, dans lequel on a eu bien une explosion baissière derrière, qui est somme toute mitigée, et dans lequel on a assez peu de placements long terme de short. Clairement, on avait volonté, notamment d'avoir une explosion haussière, pour créer de la liquidité, notamment de la liquidité de personnes qui short, donc qui vendent à découvert, dans lequel on positionne le SL dans ces zones-là, pour aller chercher justement un plus bas. Notamment, on voit qu'on a eu une bougie bien rouge dans laquelle on a eu une grosse descente qui a été effective mais qui a été ravalée quand même partiellement. Et on a très très peu de liquidités qui se trouvent positionnées en vente. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Majoritairement, c'est du long qui se trouve plus ou moins dans cette zone-là. Donc avec un appel qui est quand même assez fort. Alors oui, c'est quelque chose qui est assez présent déjà depuis un certain temps, où on sait qu'il y a déjà la liquidité en longue, il y avait un petit peu de liquidité en short, mais qui a été notamment ravalée déjà par cette première accélération haussière, deuxième accélération haussière, on sait qu'on n'avait plus grand chose. Et là, clairement, la disparition des liquidités short nous dit
que potentiellement, bah là, actuellement, personne n'est en train d'appuyer sur le cours. Donc c'est une des raisons pour lesquelles le cours est en train d'accélérer à la hausse, jusqu'à ce qu'il arrive dans une zone de rechargement vraiment de vente. Là, on est dans le premier order block, dans lequel on pourra avoir une réaction plus forte que celle que l'on a, me semble quand même un petit peu mitigée, et ensuite, on pourra aller chercher beaucoup plus haut. Alors, on va juste inverser ça, histoire de bien voir, hop, là... Non, c'est là, on va avoir inversé, voilà, tac, où on va avoir le 618 qui correspond justement au deuxième order block. Donc là, pour moi, j'ai tendance à penser qu'on risque d'avoir une petite continuité haussière pour renforcer parce qu'on n'a pas de changement drastique. Pas de changement drastique sur l'état général de l'order flow. Alors oui, on a cette accélération en position sur la totalité des comptes en longue, dans lequel on a quand même une petite accélération, même si on a quand même retracé assez fortement. Au niveau de l'open interest, moi ça me marque toujours, hein. Quand on voit quelque chose au niveau de l'open interest qui est plutôt baissier, comme ceci, où on voit bien que on est dans une démarche, hop, on va se mettre là, baissière, où on voit que l'open interest est en train de chuter. Bon, quand on voit ça, moi personnellement, j'ai tendance à me dire que on est sous une forme de distribution de l'open interest, donc on est dans un moment dans lequel on est en train de distribuer, pour pouvoir après faire le véritable mouvement, soit faire une cassure baissière, refaire une accumulation, voir l'open interest qui monte, et donc à ce moment-là se dire qu'on est en train de construire des longues. Là actuellement, on ne construit rien, on distribue, il n'y a pas d'augmentation de l'open interest, donc on n'a pas de perpétuel réellement qui pousse à la hausse ou à la baisse. Ce qui est intéressant de voir par contre, c'est qu'on a bien le CVD qui est toujours, alors certes on a une petite accélération haussière, mais qui est toujours en baisse, alors qu'on a un perp qui se stabilise en haut. D'accord, on a vraiment un perp qui est en train de se stabiliser en haut. Donc ce qui me confirme le fait qu'on tienne le prix avec le perpétuel pour pouvoir justement liquider le CVD, enfin en tout cas le spot. D'accord, donc qui serait dans une idée de continuité baissière. Hein. D'accord, avec comme target, pour rappel, pas 10K, hein, mais pour une target d'aller retester l'OB d'achat qui se trouve ici pour structurer quelque chose, pour repartir à la hausse. Ce qui serait pour moi un moment important pour pouvoir se dire qu'en effet on est bien dans un retest baissier qui correspondrait justement sur quelque chose, là ici le 700, dans lequel on irait retracer profondément. Ce retracement pour moi est essentiel pour une continuité haussière saine dans lequel on est vraiment dans une restructuration. Beaucoup de personnes pensent que ici on a touché aussi le 618 dans lequel nous avons un retracement et on pourrait repartir à la hausse avec un break haussier. Ça ce sera valide forcément qu'avec un break of structure. Le problème c'est que le break of structure de cette pattern là qui est, elle est très haute, hein, elle est vraiment très très haute, elle est à 18 440, dans lequel, ici, en effet, on pourrait avoir un signe d'une continuité haussière pour aller retravailler. On n'oublie pas que on a notre target qui est à 20 000, d'accord, qui est vraiment très important, dans lequel nous avons ici un travail de prix qui était très fort, on a de l'imbalance qui nous attend, on a vraiment une zone de palier psychologie dans lequel si on repasse au-dessus des 20K, ça va être très très fort, et en même temps ça correspond à une annulation de la chute de FTX, donc qui serait un signe très très fort de reprise au niveau de la crypto-monnaie et du BTC. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça repart, est-ce qu'on a des liquidités qui sont en train d'être injectées dans l'ensemble du marché. Alors c'est très intéressant de voir justement cette représentation qui est l'ensemble du market cap des grosses stablecoins divisé par le total market cap, donc qui représente la totalité des cryptos, donc ça nous donne la place du stablecoin dans l'ensemble du market cap crypto. Bon, on voit qu'on est en train, en effet, de commencer à chuter, on est passé de 17-18 à 16%, mais on n'a toujours pas fait de break of structure, d'accord? Il aurait fallu break ici, réellement, là on a juste fait un retest, il aurait fallu break pour potentiellement après aller retester les 15%, dans lequel on a pas mal d'imbalance, mais vraiment, ici on a je vais vous noter, on a un premier break of structure mineur à faire, d'accord, qui correspond ici avec ce point-là. Ensuite, si jamais on break ça, ça veut dire que potentiellement on va aller retester ici cet imbalance, mais si on veut vraiment un switch avec un changement de caractère du marché, il va falloir aller prendre ça. D'accord, il va falloir aller prendre ça. Pour rappel, on parle de novembre 2022, donc on a quand même un petit peu de marge, mais il va falloir descendre, récupérer cette partie-là, pour se dire que en effet, on a un réinvestissement qui va se faire. Et du coup, ce réinvestissement-là, c'est intéressant de voir le total market cap, voir un petit peu ce qu'il en est. Est-ce que c'est vraiment
toutes les cryptos qui poussent? Est-ce que c'est juste BTC et Ethereum? Et après, on va aller voir justement Ethereum où ça en est. Mais globalement, quand on regarde ça, on voit que en effet, on a des accélérations haussières fortes sur l'ensemble du marché, mais ça reste somme toute contrôlé. Donc ça veut dire que c'est plus des mouvements de confiance, BTC, ETH, oui, on a eu des petits mouvements d'altcoin, mais qui, somme toute, sont assez faibles par rapport au poids de BTC et Ethereum, donc on n'est pas encore dans une alt season, mais ça pourrait commencer dans pas si longtemps que ça, quand on regarde un petit peu les flux de capitaux. Pour moi, on aurait une tendance dans laquelle on va devoir break ici cette compression. On est dans une compression déjà depuis un certain temps, depuis la cassure de FTX, donc si jamais on break à la hausse la compression, là-dessus ce sera un signe réellement d'une accélération haussière BTC-ETH, mais aussi des altcoins sur l'ensemble du total market cap crypto. Au niveau Ethereum, BTC, très intéressant de voir la surperformance de l'Ethereum par rapport au BTC. Depuis qu'on a break ici ce canal de compression par la hausse, on voit bien que on a une accélération du BTC qui est en train de se faire, accélération du BTC qui elle-même, accélération de l'Ether, pardon, par rapport au BTC, dans lequel on voit bien une surperformance générale de l'Ether par rapport au BTC. À savoir que on sait que la mise à jour Shanghai qui arrive en mars va jouer un rôle très fort dans la compensation de l'Ethereum. On sait que le prix des Ethereum qui sont stackés et actuellement qui seraient libérés avec la mise à jour Shanghai sont bien supérieurs, sont plus dans les alentours de 2300-2500. Donc il y a assez peu d'Ethers qui seraient libérés pour être vendus pour pouvoir empocher justement des gains, mais il y a aussi des personnes qui vont couper leurs pertes, qui ne vont pas justement continuer, mais ça restera mitigé, et je pense que c'est un petit peu ce qui est en train d'être pricé actuellement, donc ça veut dire qu'à l'arrivée de Shanghai, je pense qu'on aura un Ether qui sera quand même beaucoup plus faible, en tout cas dans les semaines avant Shanghai, juste avant Shanghai, on aura quelque chose qui sera un petit peu plus faible, avec potentiellement un retest baissier, parce que là, pour moi, oui, on va repartir à la hausse. Ce qui serait intéressant d'ailleurs, c'est d'avoir justement potentiellement cette UTAD très forte, donc on pourrait avoir un UTAD avec un BC ARST-SO UTAD, ou sinon, on est vraiment dans, ici, la validation avec la cassure du sign of weakness avec le break of structure qu'on avait marqué là, donc ça voudrait dire, derrière, une mise en place d'une chute baissière, avec une validation de la distribution, avec un retest ici, donc là on serait dans le troisième retest de ce retest-là, pour chuter derrière, et donc breaker plus bas. Ça voudrait dire deux choses, ça voudrait dire qu'on a un Ether qui sous-performe BTC, ou un BTC qui surperforme Ethereum. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde un petit peu la fondamentale qu'on a pour 2023, bah c'est plutôt Ethereum qui revient dans les narratifs, avec justement une année qui va être tournée autour d'Ether, voire même un halving qui va être tourné autour d'Ethereum. C'est vraiment ce qui revient, et donc là on aurait une incohérence par rapport à ça. Ça voudrait dire qu'on a un Ethereum qui sous-performe, ou un BTC qui surperforme, mais Ethereum serait en dessous, serait au second plan. Et donc, derrière, on serait vraiment dans une discordance entre ce que le cours nous dit et les narratifs qui sont mis en place. L'autre schématique serait, en effet, la mise en place d'une réaccumulation qui serait validée avec un break, ici, de ce niveau-là. Donc, tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, on pourra avoir ici la continuité de la distribution. Si on casse ce niveau-là, en effet, on pourrait structurer derrière pour valider bien cette réaccumulation et repartir à la hausse avec un Ether qui surperformerait pendant un an, ou voire plus, justement, BTC. Là, on est, de toute façon, dans tous les cas, dans une zone qui est une zone de travail, donc il va falloir être patient. Alors, on va aller faire un tour sur la macroéconomie, dans lequel nous avons le DXY avec le dollar index qui continue sa chute, qui nous a fait quand même une journée très très forte, hein, très forte, dans lequel on a break fortement, on a fait un nouveau plus bas dans cette zone, donc ce qui marque bien aussi certainement l'attente des différents chiffres et de la prise de parole de Powell. Alors, plutôt vraiment jeudi l'IPC Core, avant de potentiellement avoir un rebond effectif pour aller retravailler la partie haute, mais on n'oublie pas qu'on a toujours la target à 102 et la 101.5 qui correspond à 2,618 de prolongation baissière de cette impulsion baissière, et qui est en même temps une zone de support très très forte sur l'ensemble du cours, dans lequel nous avons ici le rebond qui avait été fait, dans lequel on avait structuré avant d'avoir une accélération
haussière, donc pour moi c'est vraiment une zone qu'il va falloir surveiller, et dessus on va pouvoir se statuer, est-ce que oui ou non on a le rebond du DXY pour aller retester les 110 et faire une continuité baissière, ou est-ce qu'on continue à s'enfoncer directement, chose qui serait un petit peu quand même étrange, au vu justement du mouvement du DXY habituel, on a souvent un retest avant de pouvoir repartir. Au niveau du Nasdaq, on a eu une journée qui a été somme toute assez bonne, malgré le fait, qu'on a eu un ravalement pour une grosse partie de la journée. On aurait eu tendance à avoir une inversion. Pour rappel, on avait commencé la journée d'hier sur quelque chose qui était haussier, et on voit qu'on a eu une grosse accélération haussière. On a ravalé une partie, mais pas la totalité, donc ce qui fait qu'on a clôturé en positif, ce qui est plutôt bon, parce qu'on a un retour de volatilité sur le Nasdaq. Donc encore une fois, je pense que le marché, cette phase de consolidation va se terminer jeudi, dans lequel on aura un arrêt des compressions des mouvements au niveau des CVD, parce que on aura justement une compression des taux de clôture. Au niveau du RSI, on voit qu'on a un petit début de retour du momentum qui est en train de se faire, qui est en train de se structurer quand même depuis octobre, où on voit que on a touché ici les plus bas du RSI, dans lequel on est reparti, et on est en train de potentiellement repartir à la hausse, qui pourrait être un premier signe d'un retour aussi de volume dans cette zone-là, avec un retour de la volatilité qui pourrait nous amener à retester justement les parties des 12 000, 12 200 avant de soit break et nous donner un signal assez fort dans lequel on aurait potentiellement la fin de cette accumulation, où on pourrait repartir à la hausse, ou est-ce qu'on s'enfonce et on valide justement un spring sur une accumulation en cric baissier sur le Nasdaq. Le SP500, alors très intéressant le SP500 dans lequel nous avons notamment cette fois-ci le SP500 qui sous-performe le Nasdaq, avec le SP500 dans lequel on a ravalé entièrement la bougie et on a clôturé en dessous du prix d'ouverture. Alors on a clôturé du coup sur une pattern en plus qui est très forte, qui est signe d'indécision, dans lequel on aurait potentiellement une continuité baissière. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ça montre justement la difficulté de sortir de cette zone de léthargie dans laquelle on est et dans lequel on attend un mouvement fort, un mouvement impulsif, lié à une news fondamentale et un événement catalyseur, et je pense c'est ce que le marché attend pour, en tout cas le mois de janvier, et avoir un retour, un petit peu de volatilité, même si on sait que janvier, février, mars sont des mois qui sont assez faibles, en tout cas sur la macroéconomie, même si on est dans une macroéconomie particulière. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, plein de choses, plein de contenu. N'hésitez pas à nous rejoindre, et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.